Débat africain, Madeleine Moukamabano. Bonjour à tous. À l'avènement du multipartisme, le Cameroun était le pays d'Afrique centrale qui semblait le mieux préparé pour négocier avec succès une transition démocratique. Il y avait en place un pouvoir qui n'était pas issu des fameux coups d'État militaires de la fin des années 60 et 70. Il y avait des cadres bien formés et surtout une culture politique héritée des luttes anticoloniales. Près de 20 ans après, que reste-t-il de cet avantage de départ ? Il n'y a toujours pas d'alternance politique et beaucoup d'analystes soulignent l'apathie de la classe politique et une forme de rupture entre les citoyens et la vie politique du pays. L'état de la classe politique au Cameroun, on en parle avec Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Il est aussi secrétaire à la communication du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est le parti au pouvoir. Sam Cyril Mbaka, opérateur économique, vice-président national de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, c'est une formation de l'opposition. Et Guy Parfait Songué, enseignant en sciences politiques à l'université de Douala. Il est aussi président fondateur de la fondation Change et Move, une fondation qui forme et encadre les associations qui travaillent dans le domaine du développement participatif. Monsieur le ministre, monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a eu une effervescence politique au Cameroun au début des années 90. Aujourd'hui, quand on parle de la vie politique de votre pays, les termes qui reviennent le plus souvent sont apathie, démobilisation, voire déliquescence. Guy Parfait Songué, vous êtes le seul sur le plateau qui ne soit pas de la classe politique, vous êtes un observateur de la vie politique de votre pays. Est-ce que ce qu'on lit correspond à l'état du pays? Oui, mais c'est une lecture qui me semble accusatrice et fortement infertile, parce que dans le fond, il faudrait comprendre les dimensions structurelles et fonctionnelles. Donc c'est pourquoi je ne voudrais pas me limiter à faire une constatation facile pour n'importe qui ne serait même pas spécialiste dans le domaine. Donc il faudrait que l'on intègre tous les facteurs qui ont contribué à ce qu'on en arrive à ces dysfonctionnements que l'on note aujourd'hui. Parce que les problèmes dont on parle aujourd'hui avec le régime Biya n'ont pas commencé avec le régime Biya. Et certaines conséquences que nous vivons aujourd'hui partent des conditions dans lesquelles le Cameroun est né. C'est-à-dire que les rapports avec la colonisation, les rapports avec les colons et les conditions même de création du Cameroun, c'est-à-dire que les problèmes d'identité nationale et la gestion par rapport au reste du monde, parce que le Cameroun n'est pas isolé du reste du monde. Bon, quand on veut maintenant prendre la période de 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu effectivement une croissance sur le plan de la démocratie. Il y a eu des ébullitions à plusieurs niveaux, mais il y en a beaucoup plus en termes d'expression. Il y a beaucoup plus de la forme que du fond. Parce que beaucoup de personnes qui sont entrées dans l'environnement politique n'avaient pas de vision, n'avaient pas de conviction, n'avaient pas de vocation. Et il est arrivé un moment on constate une espèce d'imposture institutionnalisée et appuyée tant par l'État que par l'ensemble de la machine qui fonctionne avec l'État. Sans compter maintenant l'autre élément qui ne devrait pas être ignoré, c'est la construction de ce que l'on appellerait aujourd'hui une perte des valeurs et une perte même de l'identité camerounaise qui devrait être défendue à travers ne serait-ce que des simples concepts des réalités comme la citoyenneté. Donc aujourd'hui, il me semble très difficile d'accuser un camp, mais de prendre en compte la part des responsabilités, 1 du gouvernement, 2 de l'État, 3 du RDPC, 4 de la société civile et 5 de l'opposition qui me semble n'avoir pas encore tout à fait compris son rôle. Oui, alors avant de parler des responsabilités des uns et des autres, Jacques Famendongo, quand Guy Parfait Songué parle d'imposture, la classe politique, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, qu'on a vu au début des années 90, c'était une classe quand même qui s'était formée avant. Ceux de l'opposition étaient dans la clandestinité, ceux du parti unique étaient déjà là. Je ne sache pas qu'on puisse parler d'imposture. Je vais vous prendre des cas précis. Le docteur Adamou Damjoya, qui est actuellement président de l'UDC, il a été membre du gouvernement. Est-il un imposteur? Il a été membre du gouvernement et puis il a choisi librement, n'est-ce pas, d'aller à l'opposition. Il n'a jamais été inquiété. John Frundi a été membre du RDPC. Il a d'ailleurs voulu être président de la section de la MESAM. Jean-Jacques Kindi a été
président de section du RDPC à Douala. Peut-on dire que ces éminents opposants soient des imposteurs? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut recentrer le débat et constater que, comme le stipule la Constitution du Cameroun, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et j'ai pu dire sans embâche que, effectivement, ces partis politiques concourent à l'expression du suffrage lors des élections qui sont d'ailleurs très très vitales et très dynamiques. On constate qu'il y a effectivement une course, il y a effectivement une compétition qui est ouverte. Donc je ne sache pas que l'on puisse dire que la classe politique actuelle, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, participe d'une imposture. Vraiment, je crois que le mot me semble relativement fort, assez hyperbolique. Moi, je crois que mais quand on parle d'apathie, oui. Quand on parle d'apathie ou de dysfonctionnement, on ne peut pas parler d'apathie, Madeleine. Pourquoi? Parce que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au niveau des médias, que ce soit lors des meetings, il y a une très grande vitalité de la classe politique. Je ne crois vraiment pas que l'on puisse parler de déliquescence, qu'on puisse parler d'apathie. Au contraire, moi je crois que la vie politique camerounaise est caractérisée par la vitalité, par plutôt l'effervescence. Je puis même ajouter que il est arrivé que cette vitalité descende dans la rue. Vous vous souvenez des événements de février 2008. Alors, apathie ou effervescence? On va y revenir parce que là, on a vu des citoyens, on a vu la jeunesse, mais on n'a pas vraiment vu la classe politique. Hein. Oui, mais alors, en tout cas, on a vu le RDPC. Nous étions là, nous étions sur le terrain, nous avons sensibilisé nos jeunes, nous leur avons expliqué que la crise économique était une crise mondiale et que le président Paul Biya et le gouvernement faisaient le nécessaire, évidemment dans des conditions naturellement difficiles, pour résoudre les problèmes de manière réaliste et progressive. Personne n'a une baguette magique pour résoudre les problèmes de manière miraculeuse. Ce n'est pas possible. Oui, Sam Cyril Mbaka. Oui, moi je voudrais situer un peu aux années 1991, parce que pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à ce qu'on appelle la rencontre tripartite, celle qui a été la seule d'ailleurs à réunir le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Cela se passe en 91, au plus fort des troubles des villes mortes. Je crois que c'est là où le dialogue et un cadre de dialogue a été fait, initié par le chef de l'État, où tout le monde devait se rencontrer. Les partis politiques se sont rencontrés avec cette société civile, c'est vrai. C'est de là que naît d'abord certaines faiblesses. Parce que au niveau des partis politiques, ces partis politiques de l'opposition n'étaient pas tout à fait préparés pour cela, c'est-à-dire pour une action cohérente dans la durée et pour une solidarité autour d'un programme et des principes qui engagent tout le monde. Du côté du gouvernement, on disait que le gouvernement, au moment où il avait convoqué la réunion tripartite, n'avait aucune préoccupation et un programme pour la révision de la Constitution. Or, c'est les travaux de la tripartite qui nous met, n'est-ce pas, en phase avec la démocratie, celle qui veut que la Constitution elle-même soit adaptée au pluralisme. Les travaux de la tripartite ont donc comblé ce vide. Et les résolutions qui sont sorties de cette réunion tripartite ont été plus tard gelées. Gelées par le gouvernement, qui va créer des conditions lui permettant de reprendre l'initiative. C'est la raison pour laquelle, de 91 à 96, on a une constitution du 18 janvier qui verra le jour par l'Assemblée nationale, parce que, évidemment, le gouvernement en place qui avait perdu les élections en 92 s'est fait des alliés au sein de l'opposition et a pu donc contrôler l'action. Mais c'est là où le problème commence. Pourquoi cette décomposition? Pourquoi cette transhumance de l'opposition? Tout à fait, parce que je l'ai dit, parce que l'opposition n'était pas préparée, n'est-ce pas, à une action cohérente dans la durée. L'opposition pensait que le pouvoir était à portée de main et qu'il fallait le prendre.
Donc c'était pas facile du tout. Si l'opposition s'était arrangée à avoir cette politique cohérente et inscrire la durée dedans, nous n'en serions pas là. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'opposition, une partie de l'opposition a décrié la rencontre tripartite, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'avancée plus que cette rencontre tripartite. Quand on voit les résolutions de cette rencontre, on se rend compte que l'opposition avait failli à ce niveau et devait supporter les résolutions de la rencontre tripartite, ce qui n'a pas été fait. Oui, dit Parfait Songué. Quand on regarde l'environnement camerounais aujourd'hui, on a des populations qui sont politiquement perdues parce qu'elles sont noyées dans une espèce de triangle infernal. On a un côté un gouvernement RDPC qui n'a pas tout à fait réussi à atteindre ses objectifs. On a une opposition qui est chargée, bon, ce n'est pas pour provoquer, mais c'est facile à observer. Elle est chargée en grande partie de dirigeants affamés. Et on a de l'autre côté la société civile qui est mal structurée, elle est embryonnaire. Quand je parle d'imposture, il ne s'agit pas nécessairement d'individus tels que les exemples qui m'ont été si brillamment donnés. Il s'agit du mode de fonctionnement, déjà la structuration et le fonctionnement, 1 de l'État, 2 du RDPC, 3 de l'opposition, 4 de la société civile. On a pris l'habitude de faire semblant au Cameroun, ce qui fondamentalement a empêché, même quand la bonne foi est derrière, de résoudre les vrais problèmes. Puisqu'on fait toujours semblant de résoudre des problèmes, on fait toujours semblant d'agir. Aujourd'hui, il y a 2 éléments. En fait, il y a 3 crises que l'on peut noter quand on observe l'environnement politique camerounais. C'est d'abord la crise de la citoyenneté, ce qui fondamentalement rend responsable chaque Camerounais aujourd'hui si les choses ne vont pas bien. Il y a la crise de confiance par rapport à l'État, ce qui fait que même quand l'État prend de bonnes initiatives, il y a un ensemble de choses accumulées, le mal-être, le malaise, qui ont traîné sur plusieurs années, qui impactent sur la capacité à convaincre, même tant que les initiatives sont bonnes et que les actions sont pertinentes. Et il y a la crise de l'encadrement. Par exemple, les événements de février ont démontré une crise de l'encadrement de la jeunesse. Ce n'était pas juste un problème de faim, c'était un problème d'encadrement de la jeunesse. On ne maîtrise pas nos effectifs, on n'encadre pas les gens, et on se retrouve très souvent à des situations qu'on ne peut pas contrôler. Je suis par exemple surpris d'apprendre qu'en février, un parti était présent. Les événements qui ont eu lieu en février ont échappé totalement à mon humble avis. C'est vrai que peut-être des enquêtes ont été menées, ont échappé totalement à la classe politique. C'était des événements qui se sont passés en dehors du pouvoir d'action de l'opposition ou bien du RDPC. Donc à mon humble avis, les problèmes sont beaucoup plus profonds que ça. Ce n'est pas juste des considérations de constitution. Je suis agréablement surpris aussi de voir que M. Mbaka admet que l'opposition n'était mal préparée. C'est-à-dire qu'il me rejoint quand même sur le fait que beaucoup n'ont pas de vision, ils n'ont pas de conviction, et plus grave, ils refusent même d'apprendre leur leçon. Oui. Mais s'ils refusent d'apprendre leur leçon, ils ne peuvent pas être opérationnels. Il y a quand même une logique là-dedans. Lorsqu'on pratique de la politique, on s'entoure de spécialistes pour apprendre ces leçons et être opérationnel. Mais beaucoup veulent pratiquer la politique sans apprendre leurs leçons. Vous pensez que depuis 92, depuis cet échec-là, ils n'ont pas appris de leçons? Beaucoup ont appris les leçons de la médiocrité. C'est-à-dire cette espèce de logique qui veut que l'on se suffise de petits avantages que l'on peut tirer sur le champ sans nécessairement se sentir responsable d'une nation. Oui. C'est déjà l'un des problèmes. Oui, on va prendre un problème à la fois. Jacques Famendongo, revenons sur cette crise entre les citoyens et l'État, cette défiance vis-à-vis de l'État dont parlait Parfait Songué. Comment l'expliquer? Oui, je ne sais pas si on peut vraiment parler de défiance. Moi, je crois que certes, les citoyens ont des problèmes économiques, problèmes sociaux, peut-être problèmes culturels, problèmes d'identité. Mais peut-on dire vraiment qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'État? Je ne crois pas. Une crise entre l'État et le citoyen? Je ne crois pas, parce que nous sommes quand même en relation permanente avec les citoyens, et nous les recevons, nous discutons avec eux. Les citoyens savent très bien que l'État fait des efforts dans les domaines les plus divers, et que l'État ne peut pas résoudre totalement les problèmes hic et nunc. Donc, je voudrais tout simplement exhorter la société civile et surtout l'opposition à nous présenter des programmes alternatifs. Par exemple, si nous prenons le domaine de la santé, l'opposition peut dire voilà ce que l'État fait, voilà ce que le gouvernement fait. Mais apparemment, c'est même pas une question de programme, puisque Parfait Songué vous dit même quand le gouvernement propose quelque chose de positif, de bien pour les citoyens, ils ne l'acceptent pas. C'est une question de confiance. Oui, alors s'ils ne l'acceptent pas, si l'on propose, par exemple, si l'on construit une route
ou un hôpital et que les citoyens ne l'acceptent pas, je dirais donc que c'est de la mauvaise foi. Or, il y a des hôpitaux qui sont construits, il y a des routes qui sont construites, il y a des écoles, il y a des universités. Par exemple, l'université de Maroua, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je ne sache pas qui est vraiment cette crise de confiance entre les citoyens et le gouvernement. Je pourrais tout simplement dire que les citoyens attendent beaucoup de l'État dans les domaines les plus divers, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais l'État attend également beaucoup des citoyens. Je crois que c'est une relation biunivoque. C'est-à-dire d'un côté, l'État fait des réalisations, de l'autre, les citoyens doivent également se mettre résolument au travail. Voilà la problématique. Et il faudrait que l'opposition se mette également au travail en proposant des programmes alternatifs dans les domaines les plus divers, la santé, l'éducation, le réseau routier, le réseau téléphonique, la gouvernance numérique, etc. Or, pour le moment, nous constatons que ces programmes alternatifs n'existent pas. Si nous prenons un domaine comme l'éducation, quel est le programme alternatif de tel parti politique? Je ne vois pas. Or, vous savez très bien que dans les pays à démocratie avancée, il y a des programmes alternatifs en disant voici ce que le gouvernement a fait, voici ce que nous proposons. Ensuite, il y a donc un débat. Et ce sont ces débats que nous attendons, aussi bien dans les médias que lors des meetings, lors des colloques, etc. Sam Cyril Mbaka, vous venez d'être interpellé par le ministre Jacques Famendongo. Et c'est toute la question qui est posée. Que fait l'opposition camerounaise? Où est-elle passée? Oui, je dois dire que l'opposition camerounaise doit être félicitée. Parce que dans le contexte où nous vivons au Cameroun, il n'est pas facile d'être dans l'opposition. Le pouvoir en place a fait son travail dans le sens où il a tout mis en œuvre pour éteindre cette opposition. Malheureusement, l'opposition existe toujours. Nous contrôlons des mairies, nous avons des députés à l'Assemblée nationale, c'est de haute lutte. Mais je dois dire que ce que le ministre a dit concernant les programmes, je dois dire que les partis politiques ont été créés avec des programmes. Donc, je pense que ce n'est pas bien de dire qu'il n'y a pas de programme. Si je prends l'exemple tout simplement de l'économie, il faut d'abord constater que la machine économique au Cameroun est grippée. Et du fait qu'elle soit grippée, il faut relancer. Et quand il faut relancer, on relance par quoi? Par l'investissement, les grands projets tardent à se réaliser. La relance par la consommation, les niveaux de vie des Camerounais ne le permettent pas, ils sont plus bas. Est-ce une relance par la productivité? Nous manquons d'énergie, les équipements sont obsolètes et le taux d'intérêt. Donc, quand on fait d'abord le bilan de comment ça fonctionne, je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Et ensuite, nous faisons des projections pour que les choses puissent aller mieux. Vous avez vu la BEAC qui doit baisser ses taux directeurs. Vous avez vu au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, ils sont pratiquement à taux zéro, pendant que nous continuons à pratiquer des taux que nous avions quand il y avait la croissance. Donc, il y a beaucoup de propositions qui peuvent se faire, mais il faut que Monsieur le ministre comprenne qu'il y a des blocages. Qui viennent de quel côté? Les blocages qui viennent du gouvernement. Déjà, il y a déphasage entre le discours du chef de l'État et les pratiques du gouvernement. Nous nous rendons compte que le chef de l'État, dans ses discours, il annonce, il trace, et sur le terrain, les ministres, je ne sais pas où c'est parce qu'ils ne s'entendent pas, il n'y a pas cette cohésion au niveau du gouvernement, et les conséquences, c'est que Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, il sait très bien qu'ils ont bénéficié des bourses. Aujourd'hui, les étudiants payent. Il faut bien qu'on mette en place une politique qui puisse permettre que tout au moins les plus méritants obtiennent des bourses et qu'on ne paye plus l'université. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Donc moi je dis il y a beaucoup de propositions à faire, mais je crois qu'on devrait aussi parler de la société civile. Alors la société civile, les pratiques du gouvernement et de l'opposition sur le terrain, on en parle dans la deuxième partie de l'émission, mais là nous marquons une pause pour le journal.